de cette deuxième partie. C'est parfait. Donc, on va commencer cette deuxième partie de la science. J'aimerais bien, avant de commencer cette partie, de vous rappeler une autre fois que j'ai créé une chaîne de modules au niveau de YouTube. Je vais essayer, je pense que j'ai mis en ligne 3 vidéos et je vais mettre les autres vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de les mettre d'ici la fin de cette semaine. Une autre chose, on va essayer aussi de faire une autre séance demain à 15h, okay, pour terminer le cours. Est-ce que c'est clair? Demain à 15h, on va ajouter donc pour terminer ce chapitre demain, Inch'Allah. Monsieur, Oui. باش نقدروا نخليو واحد الخميس. الخميس عندي عامر، السبت عندي عامر، يعني عارفين ça c'est la dernière semaine. Ça veut dire c'est très chargé, donc c'est je préfère demain. ولا الاربعاء أستاذ. mercredi. حيت عندنا واحد تيبي مازال ما ساليناش وعندنا نهار الاربعاء في الصباح. Ok, je vais voir. خليوها le mercredi après-midi. Je vais vérifier mon emploi. Anna, je vais vous informer ce soir pour confirmer avec vous. D'accord. Ok, donc je vais essayer de programmer le mercredi. Vous arrivez à voir? Donc je vais essayer de partager l'écran. C'est bien, vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bien. Donc, on était en train de discuter les menaces web, les attaques web et la relation entre ces concepts-là et le concept de vulnérabilité web. Maintenant, on va passer aux classifications des menaces de sécurité web. Pourquoi on va parler des classes des menaces des applications web? On sait bien que pour sécuriser et pour protéger, il faut au départ comprendre quels sont les problèmes de sécurité, quelles sont les causes des failles et des attaques afin de les éviter. Et cela va aider les développeurs surtout à comprendre, à créer des applications plus sécurisées. En général, ces dernières années, il y a plusieurs experts, plusieurs organisations spécialisées dans la sécurité qui ont établi plusieurs classifications ou bien des taxonomies de menaces intéressantes dans l'objectif de créer une classification commune pour les problèmes de sécurité ou bien pour les menaces de sécurité web. Parmi ces grands instituts et organisations spécialisées de la sécurité des applications web, on trouve la fondation OWASP. Je ne sais pas, est-ce que vous avez jamais entendu de cet organisme OWASP? Non, monsieur. Non, monsieur. Ouais. Donc, c'est l'occasion. Donc, normalement, c'est la plus grande organisation qui propose des projets, des rapports, des outils qui permet d'aider les développeurs et la communauté des développeurs, soit des développeurs des applications web et aussi des applications mobiles. Il propose un nombre important, surtout des outils qui sont non payants. Et c'est un organisme à but non lucratif. L'objectif d'ILA, c'est d'aider les développeurs à créer des applications plus sécurisées. Le nom OWASP, j'ai mis Open Web Application Security Project. Donc, au départ, le projet a focalisé sur les applications web,
mais ces 2 et 3 dernières années, on voit qu'il existe aussi des projets pour les applications mobiles et aussi pour les applications Internet of Things. Donc, le site de cet organisme est oas.org. Donc, normalement, cet organisme, comme j'ai dit, il propose des projets open source, des outils et des rapports qui permettent d'éduquer les développeurs web afin de renforcer la sécurité des applications web. Ça veut dire, ça c'est parmi les ressources indispensables pour n'importe quel développeur qui a besoin de s'éduquer, d'avoir des outils, d'avoir des ressources indispensables dans le contexte de la sécurité des applications. Je vais ici parler sur quelques projets qui sont très importants réalisés par OWASP. Parmi les projets les plus importants, on a le projet Open Web Application of OWASP Vulnerable Web Application Directory. Donc, je vais essayer de visiter. Donc, normalement, le OWASP Vulnerable Application Directory, donc c'est un registre donc, qui contient un ensemble et une liste exhaustive des applications qui sont vulnérables. Quel est l'objectif de ce répertoire? Donc, il présente un ensemble d'applications que les développeurs peuvent utiliser afin de tester les attaques. Ça veut dire parce que comme vous savez et comme j'ai dit dès le départ, attaquer des applications, c'est interdit et elle est punie par la loi. Ça veut dire on ne peut pas essayer d'attaquer des systèmes parce que c'est interdit, on ne peut pas le faire, c'est un acte qui est criminel. Afin d'aider les développeurs à apprendre à avoir une éducation côté sécurité, il y a plusieurs applications qui ont été réalisées pour permettre les applications à s'exercer, à avoir un environnement qui est légal pour tester. Il y a des applications qui sont offline, ça veut dire que vous pouvez tester et l'utiliser et l'installer chez vous pour réaliser quelques tests. Parmi les applications qu'on va voir dans un 5e TP, il y a le DEM Vulnerable Web App, le DVWA. On va l'utiliser dans le TP5. Donc, c'est une application qui est volontairement vulnérable, qui contient des vulnérabilités afin d'essayer de s'exercer comment on peut attaquer, afin de comprendre comment on peut sécuriser les applications web. Il y a aussi des applications qui sont offline. Ça veut dire quoi? Des applications online. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, ici, Accurate. Donc, c'est une application que vous pouvez l'utiliser, qui sont déjà en ligne, qui sont utilisées afin de réaliser quelques tests, quelques attaques pour comprendre vraiment les concepts et comment fonctionnent les attaques web. Il y a donc un ensemble d'applications qui sont déjà présents, qui permet d'offrir un ensemble de vulnérabilités et des attaques. Et ce directory, donc ce OWASP Vulnerable Application Directory, il présente donc un fichier ISO qui contient toutes ces applications que vous pouvez l'installer dans une machine virtuelle dans laquelle il contient toutes ces différentes applications qui existent dans cette liste. Donc ça, c'est un exemple de projet qu'on peut utiliser. Comme j'ai dit, il existe plusieurs applications telles que le DEM Vulnerable Application. Donc c'est une application qui est basée sur PHP et MySQL. Alors, principalement, cette application va aider les développeurs qui travaillent avec PHP et MySQL afin de renforcer leur niveau de sécurité dans ces deux langages, à savoir PHP et aussi dans la sécurité du SGBD MySQL. Il y a aussi une application qui est très importante dans ce répertoire, le Josh Shop. C'est une application basée sur
le Node.js est Express et Angular, dans laquelle il y a plusieurs concepts qu'on peut apprendre côté sécurité. Parmi aussi les exemples de projets très actifs, nous avons le projet OWASP Web Security Testing Guide ou bien le OWSTG. Donc, qu'est-ce que le OWASP Web Security Testing Guide? Donc, c'est un guide complet de tests de sécurité des applications web. Actuellement, on est à la version 4.2, qui est la version stable, et OWASP travaille à réaliser une version 5.0 pour réaliser. Quel est l'objectif de ce guide? Donc, c'est un guide qui offre des scénarios de test. Ça veut dire, si vous avez créé votre application et vous voulez tester la sécurité de votre application, vous pouvez utiliser ce guide qui vous donne des scénarios. Ça veut dire les étapes à suivre. Par exemple, vous avez créé un système d'authentification. On peut, par exemple, aller vers visiter ce guide, le OWASP Web Security Testing Guide. On va voir vers la version stable. Donc, il y a une version qui est en français, mais la version 5, c'est toujours en anglais. Vous allez remarquer que le OWASP Testing Guide, il présente donc premièrement la méthodologie du test de OWASP. Il présente Web Application Security Testing. Si vous allez vers Introduction and Objective, il va voir quelle est l'approche qui est utilisée dans ce guide. C'est quoi la méthodologie du test OWASP, comment on peut tester une application. Et ce qui est très important, on va voir par exemple pour les matériels, au niveau d'authentification, on peut utiliser ce guide pour l'authentification testing. Vous allez trouver des scénarios, ça veut dire quelles sont les choses qu'il faut tester si vous faites un système d'authentification web. Parmi les scénarios de tests que vous avez dans ce guide, il y a le testing for credential transport over encrypted channel. Ça veut dire le premier test qui permet de tester est-ce que notre système vraiment implémente un mécanisme tel que le HTTPS. Ici, il va vous montrer quel est l'objectif de test. Ça veut dire assess whether any use case of the website or application cause the server or the client to exchange credentials without encryption. Et l'importance de ce guide, il permet de vous montrer comment on peut tester. Ça veut dire il vous permet vous montre quelles sont les études que vous pouvez utiliser. Maintenant, setup, il vous montre ici, setup and start a tool to capture traffic such as one of the following. Soit installer le web browser developer tool, de Mozilla, ou bien proxy including OWASP, ainsi de suite. Et vous remarquez, il y a des étapes détaillées comment on peut faire le test. Si vous terminez, on passe au test suivant. Testing for default credential, testing for weak logout mechanism, testing for bypassing authentication scheme, ainsi de suite. Ça, concernant l'authentification, il y a aussi pour un système, l'autorization testing, les tests d'autorisation, des mécanismes d'autorisation. Il y a aussi les tests en relation avec les session management testing, ça veut dire les techniques utilisées, ça veut dire l'utilisation des cookies, la gestion de ces cookies. Il y a aussi les tests pour les mécanismes de validation que vous avez utilisés dans l'application pour vérifier est-ce que vraiment les mécanismes utilisés de validation se sont corrects. Il y a les tests for LDAP injection, testing for XML injection, ainsi de suite. Donc, il y a un nombre très, très important de cas de test. C'est un guide, comme j'ai dit, complet qui vous permet un test complet de votre application. Parmi aussi les projets très célèbres de OWASP, c'est le OWASP Application Security Verification Standard, ou bien on parle de ASVS. Qu'est-ce qu'il permet de faire? On peut considérer le ASVS comme un framework qui offre un ensemble d'exigences de sécurité
fonctionnels et non fonctionnels requis lors de la conception, du développement et du test d'application. On sait bien que la majorité des développeurs, ils n'ont pas des connaissances au niveau de la sécurité. OWASP, il essaye de faire quoi? Il essaye de développer un guide sous format d'un framework qui présente tous les... on va voir un exemple de ce guide. La dernière version, c'est le cas. Monsieur, vous avez coupé votre micro. C'est bien maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ouais, monsieur, c'est bien. Je la dernière chose que vous avez entendue. Le OWASP Application Security Verification, c'est ça, ياك؟ Est-ce que vous avez entendu شنو قلت؟ فين وصلنا؟ شنو آخر حاجة سمعتوها كنت كنهضر عليها؟ Monsieur, OWASP application security. Monsieur, vous avez commencé de parler de OWASP Application Security Verification Standard. Ok, c'est bien. Normalement, ça c'est un guide. Je vais vous montrer. Je sais pas, normalement, là j'ai déjà téléchargé le PDF. Qui est dans le voilà. Donc la version PDF. Donc comme j'ai dit, on va voir normalement quelques exemples de ce guide. Qu'est-ce qu'il contient? Dans ce guide-là, il définit 3 niveaux de sécurité. Ça veut dire le premier niveau is for low assurance level. It is completely penetration testable. Donc le premier niveau pour la majorité des applications, ça veut dire si vous voulez niveau 1 de sécurité, il y a aussi niveau 2 de sécurité pour des applications qui exigent plus de sécurité. Il y a le niveau le plus sécurisé, c'est ACFVS Level 3. Donc, dans chaque niveau, vous allez remarquer, donc normalement, how to reference AVS, assessment criteria. Donc, au départ, le menu, la première des choses qui présente dans ce guide, ça veut dire au début, dès le départ, il commence, dès le départ, Architecture, Design and Threat Modeling Requirements. Ça veut dire il commence dès la conception de votre application, quelles sont les choses que vous devez faire. Et il vous donne sous format de tableau et des questions. Ça veut dire verify, il vous donne quelles sont les exigences que vous devez vérifier. Par exemple, la première, le 1.1.1, verify the use of secure software development lifecycle that address security in all stages of development. Ça, c'est une exigence pour les applications. Le niveau 1, ce n'est pas une exigence. Pour le L2, le niveau 2, c'est une exigence. Il faut utiliser un mécanisme ou bien une méthodologie de développement qui est sécurisée. Et c'est une exigence pour le L3. Vous remarquez, il y a d'autres questions. Par exemple, verify the use of threat modeling for every design change or sprint planning to identify threats. Donc, ça concernant l'architecture. Par la suite, Authentication Architecture Requirement, quelles sont les exigences côté de définition d'une architecture d'authentification. Il y a plusieurs questions à vérifier et vous remarquez selon le niveau. Il y a des exigences qui sont exigées au niveau du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a aussi Access Control Architecture Requirements. Il y a des input and output architecture requirements et vous remarquez que pour chaque exigence ou bien chaque partie, il y a un ensemble de contrôles à vérifier. Cela dépend de la nature de notre application. Est-ce qu'une application qu'on désire réaliser est une application qui est normale ou bien est-ce que c'est une application qui exige un niveau de sécurité ou bien L3 qui exige un niveau qui est très élevé de sécurité. Donc, comme vous remarquez cela, donc ce framework ou bien ce guide, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'aider les développeurs à construire des applications qui sont sécurisées. Il permet de faciliter la tâche
des développeurs. Donc, qu'est-ce qu'il se fait comme développeur? Il se fait seulement de suivre les recommandations et les exigences de ce guide. Donc, le troisième projet que j'aimerais présenter pour vous, c'est le projet OWASP ZAP. Donc, c'est quoi ZAP? Donc, c'est le Z Attack Proxy. Donc, c'est un outil très utilisé côté de la sécurité web, surtout pour les pen testers. Donc, c'est un scanner de vulnérabilité. C'est probablement peut-être le plus utilisé au niveau international. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de détecter, premièrement, de détecter les vulnérabilités des applications web. Okay. Et aussi, elle est utilisée afin de faire le pen test. Donc, comme on a vu parmi les méthodologies d'attaque qu'on a déjà traitées, je pense, dans le chapitre 2, on peut utiliser cet outil-là pour essayer de simuler les attaques afin de quoi? Ce n'est pas pour attaquer les applications, mais c'est seulement pour vérifier la sécurité de nos propres applications parce que comme j'ai dit et je le répète, attaquer les applications, c'est quelque chose qui est illégal et il faut l'utiliser, ce type de logiciel dans un contexte qui est légal. En général, l'architecture de ZAP, c'est un proxy qui sera installé entre le browser et l'application web. Il y a aussi une version du ZAP qui peut être installée directement à l'intérieur d'un browser comme étant une extension de navigateur. Qu'est-ce qu'il va faire le ZAP? Il va faire l'intermédiaire entre le navigateur et l'application web afin d'essayer de réaliser et de tester la sécurité de l'application web afin de détecter les vulnérabilités d'une application web. Parmi aussi les projets les plus importants de OWASP, il y a la classification ou bien le rapport, le Top 10 Report. Donc, c'est un rapport qui classe les 10 vulnérabilités les plus critiques. Ce rapport-là a commencé depuis 2003. Les rapports de 2003 jusqu'à 2007 avaient une classification qui est basée sur les vulnérabilités web. Par la suite, les gens et les experts de OWASP, ils ont décidé de passer à une classification basée sur les vulnérabilités à une classification basée sur les risques. On va voir qu'est-ce que cette différence entre une classification qui est basée sur les risques et une classification qui est basée sur le risque. Actuellement, au minimum, dans une application web, qu'est-ce qu'il faut faire? Le minimum, c'est de vérifier est-ce que ces 10 vulnérabilités ou bien risques reportés par OWASP dans une application web, le minimum, c'est de savoir, d'essayer d'éviter ces 10 problèmes de sécurité. Comme j'ai dit, depuis 2010, OWASP a changé sa méthodologie d'une classification des vulnérabilités les plus critiques à une classification basée sur les risques les plus critiques. Ça veut dire quoi? Un risque, normalement, un risque, il est lié à une vulnérabilité. Mais normalement, pour faire une classification basée sur les risques, OWASP a présenté une méthodologie qui s'appelle OWASP Risk Rating méthodologie ou bien une méthodologie OWASP pour le calcul du risque. Pour cela, OWASP a identifié un facteur de risque global qui est défini par une combinaison du vecteur d'attaque, de la vulnérabilité et de l'impact technique et des facteurs d'impact sur l'entreprise. Donc, cette méthode a permis à OWASP de classer les problèmes de sécurité en fonction des vulnérabilités qui présentent un risque plus élevé. Ça veut dire à la place d'avoir un classement de vulnérabilité, OWASP a décidé de classer les vulnérabilités selon l'importance ou bien le risque le plus élevé. Donc, normalement, c'est quoi un risque pour OWASP?
Donc, pour calculer un risque en utilisant la méthodologie de WASP, un risque égale aux vraisemblances multipliées par l'impact technique. C'est quoi la vraisemblance ou bien le likelihood en anglais? Donc, la vraisemblance ou bien la vraisemblance, elle est en relation avec la prévalence ou bien la fréquence de vulnérabilité. Est-ce que cette vulnérabilité, on le trouve assez souvent ou bien est-ce qu'elle est très rare? La deuxième facteur, la détectabilité. Est-ce que cette vulnérabilité, elle est facile à détecter? Est-ce qu'elle est moyennement facile à détecter ou bien c'est très difficile de détecter la vulnérabilité? Le troisième facteur, c'est l'exploitabilité. Donc, normalement, chaque vulnérabilité, est-ce que c'est facile d'exploiter la vulnérabilité? Est-ce que c'est très difficile ou bien est-ce qu'elle est moyen? Donc, un niveau entre facile et difficile. Donc, normalement, pour comprendre, comme j'ai dit, la vraisemblance, elle est en relation avec l'exploitabilité, la vraisemblance, la prévalence et la détectabilité. Les niveaux, comme j'ai dit, des risques pour chaque facteur varient de 1 à 3. Ça veut dire il est qu'un faible, c'est un niveau qui est 1. Le 3, ça veut dire c'est un niveau qui est élevé. Chaque vulnérabilité au niveau d'exploitabilité, imma c'est facile de l'exploiter, imma elle est moyen, ça veut dire le niveau d'exploitabilité elle est moyen, ou bien c'est difficile d'exploiter la vulnérabilité. Normalement, il est qu'un difficile à exploiter, on va donner 1. Il est qu'un average ou bien moyen, on va donner 2. Si la vulnérabilité est facile à exploiter, on va donner la note 3. Pour la prévalence, elle est widespread, ça veut dire on le trouve largement, c'est une vulnérabilité qui est widespread, on donne 3. Common, ça veut dire entre uncommon et widespread, il y a la valeur common, on le note 2. Pour la détectabilité, soit elle est facile à détecter, soit elle est moyen à détecter, soit elle est difficile. Pour le technical impact ou bien l'impact technique, soit elle est sévère, soit elle est modérée, soit il y a un impact technique qui est mineur. Donc ça, le risque, il est calculé en se basant sur la vraisemblance qui est égale à quoi? Qui est la moyenne entre l'exploitabilité, la prévalence et la détectabilité. On va donner un exemple pour le calcul du risque mauvaise configuration de sécurité. Par exemple, l'exploitabilité de ce risque, c'est 3. Ça veut dire quoi 3? En revenant au tableau. Et là, j'ai le tableau. Ça veut dire c'est easy. Ça veut dire c'est facile. Pour la prévalence, la valeur d'IL, c'est 3. Là, j'ai le tableau. Le 3, ça veut dire widespread. Donc, c'est une vulnérabilité qu'on le trouve assez souvent. Pour la détectabilité 3, ça veut dire c'est très difficile. Donc, la détectabilité easy, c'est facile à détecter. Le moyen, dire likelihood ou bien la vraisemblance, on va ajouter 3 plus 3 plus 3, c'est 9 sur 3, il va donner 3. On va le multiplier sur une valeur donnée par le technical impact. Pour le security misconfiguration, ici c'est 2. Donc c'est une valeur estimée par OWASP. Qu'est-ce que cela va nous donner? Va nous donner la valeur du risque global qui est 6. Donc, comme cette méthode, OWASP, il permet de calculer un peu le risque de chaque vulnérabilité pour indiquer à la fin quels sont les risques dans son rapport, quels sont les risques les plus critiques côté des applications web. Et le dernier rapport sorti en 2007, donc les 10 risques qu'on a, le premier risque le plus élevé au niveau des applications web, on trouve les risques d'injection. Comme vous pouvez voir, pour l'exploitabilité, c'est facile à exploiter. Donc, on va voir un exemple dans le TP5. Pour la security weakness, pour la prévalence, elle est common. Ça veut dire on le trouve. C'est vraiment c'est une vulnérabilité
et c'est un risque de sécurité qu'on trouve assez souvent. Et il y a la détectabilité. Pour détecter ce type de risque ou bien de problème de sécurité, c'est 3, ça veut dire easy. Et l'impact technique, c'est sévère. On va donner la valeur 3. Et quand vous remarquez le score, ou bien le score global de ce risque, c'est 8. La même chose pour le broken authentication, ou bien une authentification, la violation, les problèmes d'authentification, ils sont dans la deuxième position. Il y a aussi les problèmes de sensitive data exposure, ou bien de l'exposition des données sensibles. Il y a aussi le problème, ou bien le risque XML, External Entity. Il y a dans la 5e position du rapport de 2017 le Broken Access Control. Dans la position 6, on trouve la Security Misconfiguration. Et dans la 7e position du classement OWASP, on trouve le Cross-Site Scripting, ou bien on l'appelle le XSS, qui a un score global de 6. On trouve aussi la 8e risque, le Insecure Deserialization, qui est un facteur de risque global calculé par OWASP à 5. Et le A9, Using Non-Component with Non-Vulnerability, ça veut dire l'utilisation des composants avec des vulnérabilités connues. La valeur de risque, c'est 4. La valeur globale du risque, c'est 4,7. Et finalement, le dernier risque qui se trouve dans la position numéro 10, Insufficient Logging and Monitoring, qui a une valeur globale de risque de 4. Ici, vous avez, donc, pour plus d'informations concernant ce projet, donc OWASP héberge donc une page web qui contient toutes les informations du projet. Donc ici, vous remarquez les versions, les informations concernant les différents problèmes de sécurité ou bien les risques, l'injection. Pour chaque risque, il donne les informations en relation avec ce risque. Il y a ici une version en français pour les gens qui ont des difficultés en anglais. Il y a une version en français réalisée par l'équipe de OWASP, donc une équipe de traducteurs qui ont essayé de réaliser une sorte de traduction du rapport OWASP du version 2017. Maintenant, on va parler sur un risque qui est très très important, ou bien une attaque qu'on peut considérer et qui est classée numéro 1 au niveau du rapport OWASP, qui est l'injection SQL, le fameux injection SQL. Donc, c'est une technique qui permet l'insertion ou l'injection d'une requête SQL via les données d'entrée du client dans la base de données d'application. Automatiquement, qui dit injection SQL, ça veut dire qu'elle est en relation avec les bases de données qui fonctionnent en utilisant le langage de query ou bien le langage de requête SQL, le Structured Query Language. En utilisant une attaque de type injection SQL, un attaquant il peut ajouter une requête SQL distincte à la requête existante. Il peut supprimer un table de la base de données. Il peut supprimer des tableaux dans la base de données. Et c'est pour cela, donc normalement, c'est une attaque qui est très très dangereuse. Donc si un attaquant arrive à réaliser des attaques SQL injection, ça veut dire qu'il peut accéder à votre base de données. Et vous savez, actuellement, les bases de données contiennent les informations des mots de passe, les informations sensibles. Donc, il peut contrôler votre application. Et aussi, l'attaquant peut stocker le contenu malveillant. Donc, il peut stocker n'importe quoi dans votre base de données afin de déclencher
l'exécution ultérieure pour réaliser d'autres types d'attaques. Donc, par conséquent, l'attaquant, il peut obtenir un accès non autorisé aux données. Parce que normalement, l'accès aux bases de données, il doit être réalisé seulement en utilisant des utilisateurs qui sont légitimes. Mais en utilisant les attaques d'injection SQL, un attaquant est capable d'accéder à la base de données, voir les informations. Ça veut dire on a problème de perte de la confidentialité et aussi d'authentification. Aussi, l'attaquant, il peut modifier des données. Ça veut dire on a aussi une perte de l'intégrité. Ça veut dire l'attaque d'injection SQL, il viole à la fois la confidentialité des données, l'intégrité des données et aussi le problème d'authentification. Ça veut dire en utilisant, on va voir, des attaques d'injection SQL, un attaquant, il peut connaître les informations stockées, surtout les informations d'authentification, à savoir des versions hachées de mots de passe, etc. De plus, si des informations d'autorisation sont conservées d'une base de données SQL, il peut être possible de modifier ces informations grâce à l'exploitation réussie d'une vulnérabilité. Ça veut dire aussi une attaque d'injection SQL, il peut attaquer les mécanismes et les informations d'autorisation qui sont stockées dans la base de données. Il y a aussi d'autres types d'attaques d'injection. ما كاينش عندنا seulement l'injection SQL, nous avons aussi l'injection au niveau de LDAP. C'est votre application utilise le LDAP. Il y a aussi l'injection en utilisant le XPath. Il y a aussi l'injection NoSQL. C'est votre application utilise des bases de données NoSQL. Il y a aussi le problème d'injection des commandes OS, les injections du code XML. Mais toujours, on a le même problème. La source des vulnérabilités d'injection, c'est le manque de validation des données d'entrée des utilisateurs. On va voir un exemple, un scénario d'attaque d'injection SQL. Normalement, vous pouvez avoir un formulaire. Donc, l'application fournit un formulaire. Qu'est-ce qu'il va faire l'attaquant? Il va utiliser ce formulaire afin d'écrire un code. Donc, ce code-là, l'objectif, il envoie une injection SQL. Donc, en général, ce code, ça sera une injection SQL dans les données du formulaire. Il sera envoyé à l'application en utilisant une requête HTTP. OK? Donc, normalement, cette injection, qu'est-ce qu'il va faire? L'application transfère les données en utilisant une requête SQL et par la suite, le SGBD, il va exécuter la commande injectée de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner le résultat. Et vous remarquez, même si nous avons un pare-feu réseau, comme vous savez, les pare-feux réseau, il autorise la communication en utilisant le protocole HTTP. Ça veut dire qu'il autorise le port 80 et le port du protocole HTTP, à savoir le 443. Ça veut dire normalement, un pare-feu réseau ne peut pas détecter une attaque de type injection SQL. Pourquoi? Parce que c'est une attaque qui est applicative. Et comme nous avons dit, un pare-feu réseau, il a la capacité d'avoir seulement le niveau 3, ça veut dire les informations de la couche 3, la couche réseau, et aussi la couche 4, la couche transport, mais il n'a aucune information pour savoir les informations de la couche 7. Comment je peux savoir est-ce que mon application est vulnérable à l'injection? Soit l'injection SQL, soit l'injection XML, soit n'importe quel type d'injection. La première des choses qui va montrer que mon application elle est vulnérable, quand j'ai des formulaires
et dans laquelle je fais aucune validation ou bien filtration de données. Ça veut dire à chaque fois, l'utilisateur, à chaque formulaire de mon application qui communique avec la base de données, il y a une possibilité d'attaque par injection SQL. Et chaque formulaire, il est connecté à une base de données, il y a une possibilité d'attaque, surtout si le développeur de l'application m'a donné un mécanisme de filtrage. Ça veut dire à chaque fois, je dois chercher quels sont les mécanismes utilisés pour un framework particulier, pour une bibliothèque, afin de filtrer les données entrées par les utilisateurs. Donc, à chaque fois, on utilise des requêtes dynamiques. Donc, à la place d'utiliser normalement, chaque fois, on utilise des requêtes dynamiques ou des appels non paramétrés, sont échappés par rapport au contexte, sont envoyés à l'interpréteur. À chaque fois, des données hostiles sont utilisées au sein de paramètres de recherche de mapping. Donc, si on utilise les techniques de mapping entre objets relationnés dans les bases de données pour extraire les données sensibles. Et à chaque fois, des données hostiles sont utilisées directement ou concaténées sans filtrage, sans validation. Donc, chaque fois on a ce genre de problème, chaque fois on est dans une situation pareille, on peut dire que notre application, elle est vulnérable. Maintenant, pour voir un exemple pratique des attaques injection SQL, on va voir le TP5. Donc, c'est un TP qui va s'intéresser sur l'attaque d'injection SQL. Donc, qui peut lire l'introduction de ce TP? Mademoiselle Sadoré, vous pouvez lire l'introduction du TP? Oui, monsieur. Il existe de nombreuses applications vulnérables qu'on peut utiliser pour éduquer les développeurs sur les problèmes de sécurité web. Le projet OASP VWAD, Vulnerable Web Application Directory, Présente. Présente. Est-ce que tu es là? Donc, une autre personne, Amine, tu peux continuer la lecture? Monsieur. كمل بين ما يتحل المشكل اللي عندها. Présente. Okay. Présente un registre complet et bien tenu de toutes les applications web vulnérables connues actuellement disponibles. Dans ce TP, nous concernons sur l'un des concentrerons sur l'un des projets les plus connus. DAMN Vulnerable Web Application, DVWA. DVWA est une application web PHP MySQL qui est explicitement vulnérable à la plupart des risques de sécurité des applications web OWASP. Monsieur. Oui, mademoiselle. Monsieur. Oui. Oui, mais parfois, je pense que vous avez un petit problème de connexion. Vous pouvez continuer, Amine? Top 10, OWASP Top 10. L'application peut être utilisée pour comprendre les processus de sécurisation des applications web et aider les développeurs web à apprendre la sécurité des applications web dans un environnement contrôlé. شوفوا إكرام دمري, vous pouvez continuer la lecture.
Oui. Avertissement, accéder ou attaquer un système informatique sans autorisation est illégal dans de nombreuses juridictions. Au cours de cette EP, vous êtes spécifiquement autorisé à attaquer l'application DVWA comme indiqué. Vous devez utiliser ce que vous avez appris en TP pour sécuriser davantage vos propres applications. Vous ne devez pas l'utiliser pour attaquer des applications autres que la vôtre. Est-ce que c'est clair cet avertissement, Nardarekom? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et alors, comme j'ai déjà présenté dès le départ de ce cours, donc normalement, il faut utiliser les techniques présentées pour sécuriser les applications, pas pour attaquer les applications. OK. Oui, vous pouvez continuer, Ikram. Donc, la meilleure façon d'apprendre des choses est de les pratiquer. Vous aurez donc la chance de réaliser de vrais tests d'intrusion en exploitant réellement une vraie application. Plus précisément, vous apprendrez ce qui suit. Comment mettre en place un environnement légal pour tester des attaques web? Comment une application peut être attaquée à l'aide de vulnérabilités de sécurité web courantes telles que les vulnérabilités d'injection SQL. OK, merci. Merci. On va donc. Wafa Al-Qaissouni, est-ce qu'il est là? Shayma Louchani. Oshitish, est-ce qu'il est là? Hicham. Oui, monsieur. OK, tu peux continuer la lecture. Présentation du projet DVWA, le Damn Vulnerable Web Application. OK. Présentation du projet DVWA. DVWA est une application web PHP MySQL qui est extrêmement vulnérable à la plupart des 10 principaux risques de sécurité des applications web OWASP. Il peut être utilisé pour comprendre les processus de sécurisation des applications web et aider les étudiants à apprendre la sécurité des applications web dans un environnement contrôlé. En particulier, DVWA offre la possibilité de s'entraîner aux problèmes de sécurité web les plus courants. Brute force, utilisé pour tester les outils de force brute de mot de passe et d'augmenter l'insécurité des mots de passe faibles. Commande exécution, exécute des commandes malveillantes sur le système d'exploitation de l'application DVWA. File inclusion. File inclusion permet à un attaquant d'inclure des fichiers distants locaux dans l'application web. SQL injection permet à un attaquant d'injecter des instructions SQL dans une boîte de saisie de formulaire HTTP. DVWA inclut l'injection SQL aveugle et basée sur les erreurs. Blind and Error-Based SQL Injection. Insecure File Upload permet à un attaquant de télécharger des fichiers malveillants sur le serveur web. Cross-Site Scripting XSS. Un attaquant peut injecter ses propres scripts dans l'application web base de données. DVWA inclut les XSS réfléchis et stockés, Reflected and Stored XSS. Cross-Site Request Forgery, CSRF. Une attaque qui oblige un utilisateur final à exécuter des actions indésirables sur une application web dans laquelle elle est actuellement authentifiée. OK, merci. Donc, il peut continuer la lecture. Donc, je vois quelqu'un d'autre qui commence la lecture. Harmat, est-ce qu'elle est là? Abdelalim? Un problème de micro. Je connais les autres. Je connais les mazal ma
ما دارش وي اللي مازال ما قراش يكمل لينا وي. DVWA inclut à la fois des vulnérabilités documentées et non documentées. L'objectif est de mettre les apprenants en sécurité web au défi d'essayer de découvrir autant de vulnérabilités que possible. De plus, chaque vulnérabilité contenue dans DVWA a 4 niveaux de sécurité différents: faible, low, moyenne, medium, élevé, high et impossible. Chaque niveau modifie l'état de vulnérabilité de DWA dans l'ensemble de l'application. Low, ce niveau est complètement vulnérable et n'a aucune mesure de sécurité. Medium, ce niveau sert principalement à donner à l'utilisateur un exemple de mauvaise pratique de sécurité où le développeur a essayé mais n'a pas réussi à sécuriser l'application. High, cette option est une extension de la difficulté moyenne avec un mélange de mauvaises pratiques plus difficiles ou alternatives pour tenter de sécuriser le code. Impossible, ce niveau doit être sécurisé contre toutes les vulnérabilités et il est utilisé pour comparer le code source vulnérable au code source sécurisé. Par défaut, lorsque DVWA est installé, le niveau de sécurité est défini sur impossible. Vous pouvez voir le niveau de sécurité actuel dans le coin inférieur gauche de la page web. Ça veut dire normalement quand vous installez l'application, il y a aussi le DWA. Je vais vous montrer un exemple. Normalement quand vous installez l'application, le DWA setting, quand vous cliquez sur cela, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les niveaux de sécurité. Normalement, vous pouvez choisir imma low. Comme j'ai dit, le niveau low n'a aucune garantie et de bonnes pratiques de sécurité. En général, vous allez remarquer que c'est le code réalisé par la majorité des développeurs. Medium, il contient quelques mesures, mais ce ne sont pas suffisantes. Et high contient un niveau de sécurité qui est élevé. Impossible contient vraiment toutes les bonnes pratiques de sécurité. Une fois vous pouvez choisir, par exemple, vous pouvez changer low et vous cliquez Submit, vous allez voir que voilà le security level a été modifié à low. OK? Donc, pour modifier, comme j'ai dit, ce niveau de sécurité, le bouton, nous pouvons permettre, cliquer sur le DW Security dans le menu et vous allez sélectionner low. Par la suite, cliquez sur le Submit. Il y a aussi une chose qui est le view source. Donc, le view source, normalement, dans chaque vulnérabilité, donc n'importe quelle vulnérabilité, maintenant si on choisit le SQL injection, vous allez remarquer qu'il y a le bouton view source. Une fois vous cliquez sur view source, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le code PHP utilisé dans cette page. Donc, l'objectif de ce code-là, il vous permet d'afficher le code source en PHP de la page. Okay. Donc, il y a aussi View Help. Donc, là, on a toujours l'application. Vous trouvez le View Help. Qu'est-ce qu'il permet de donner le View Help? Il permet de vous aider à réaliser le défi de l'application. Par exemple, il vous montre quel est le défi au niveau du level low. Ici, par exemple, the SQL query use row input that is directly controlled by the attacker. All they need to do is escape the query and then they are able to execute any SQL query they wish. Il vous montre quel est le défi le niveau médium et quel est le défi le niveau high et quel est le défi du niveau impossible. Il y a aussi le 4 setup reset DB. Donc, voilà donc le 4, le setup reset DB. Ça veut dire après la réalisation de quelques modifications, une fois que vous cliquez sur le reset setup, vous pouvez recréer la base de données de l'application d'un vulnerable web application. Donc, OK, tu peux continuer la lecture. Donc, la tâche 1. Installation et configuration de DWA.
Tâche 1, installation et configuration de DVWA. Comme son nom l'indique, DVWA est conçu pour présenter de nombreuses vulnérabilités. Pour cette raison, il est fortement recommandé de configurer DVWA sur une machine virtuelle à l'aide de VirtualBox ou de VMware Workstation. Étape 1. Installation et configuration soit de VirtualBox ou bien VMware Workstation Player. Étape 2. Dans VirtualBox, installer et configurer un système d'exploitation basé sur Linux ou Windows. Étape 3. DVWA est une application web basée sur PHP. Vous devez donc installer un environnement de développement PHP. Dans un système d'exploitation basé sur Windows, installez WAMP Server et dans un système d'exploitation basé sur Linux, installez XAMPP. Étape 4. Installez le fichier zip DVWA à partir de http://www.dvwa.co.uk. Étape 5. Extrayez ensuite le fichier zip dans le dossier XAMPP, htdocs ou WAMP server www et renommez le dossier DVWA master en DVWA afin qu'il soit facile d'y accéder ultérieurement. Étape 6. Renommez le fichier config.inc.php.10 en config.inc.php. Le fichier se trouve dans le sous-dossier dvwa/config. Étape 7. Modifiez le fichier config.inc.php en changeant la valeur du paramètre dbpassword égale à password en dbpassword égale comme indiqué dans le fichier, dans la figure ci-dessous. Et donc, une autre personne pour continuer donc la lecture des étapes, l'étape 8. Monsieur, Oui, vous pouvez continuer. étape 8, démarrez votre environnement de développement PHP exam ou WAMP server. Étape 9, pour accéder à la page de configuration DVWA, ouvrez votre navigateur web puis entrez local /DVWA dans la barre d'adresse. Vous pouvez également utiliser l'adresse IP, c'est 127.0.0.1/DVWA. Ensuite, cliquez sur le bouton Create /Reset Database, comme illustré à la figure 5. La base de données sera créée et vous serez ensuite dirigé vers une page de connexion. Donc, il a la figure 7, vous remarquez, parce qu'il chauffe, il va vérifier les étapes d'installation. Il y aura un setup check. Une fois ce setup check est bien réalisé, normalement, vous cliquez sur le Create pour créer la base de données. Donc, étape 10. Oui, étape 10, dans la page de connexion, saisis admin comme nom d'utilisateur et password comme le mot de passe. Puis, cliquez sur le bouton de login. Ça veut dire, une fois vous avez installé, première connexion, vous devez cliquer admin et le mot de passe, c'est password pour connecter à l'application web DVWA. Donc, par la suite, donc pour plus de détails sur le processus d'authentification et si vous avez des problèmes, donc vous pouvez visiter le lien suivant pour toutes les informations concernant ce projet de l'application. Donc, tâche 2, vous pouvez continuer la lecture. Exploitation manuelle d'injection SQL. Tâche 2, exploitation manuelle d'injection SQL. Pour la tâche, la première tâche, est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'elle est simple. Quand il y a des questions, c'est mieux d'installer, comme j'ai dit, à la place d'installer directement dans votre machine, c'est mieux d'installer dans un système virtuel et d'installer le DWA. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de la tâche. Simple, vous avez déjà je pense que tout le monde a déjà installé un de IMAWAM pour l'exemple. Vous avez fait déjà le développement web. Okay, donc, la deuxième tâche qui nous intéresse, c'est l'exploitation manuelle d'injection SQL. Ok, vous pouvez continuer la lecture.
l'injection SQL est l'attaque par l'injection la plus courante qu'un attaquant peut utiliser pour exécuter une instruction SQL malveillante afin d'accéder et manipuler des bases de données SQL, MySQL, et MariaDB, etc. Par Ça veut exemple, dire une attaque d'injection, il peut attaquer n'importe quelle les bases de données basées sur SQL, MySQL, Oracle, MariaDB, les bases de données qui se le langage SQL comme langage de communication avec la base de données, ils peuvent être attaqués avec les techniques de l'injection SQL. Comme j'ai dit, elle est classée numéro 1 dans le dernier rapport du OWASP. Oui, vous pouvez continuer la lecture. Par exemple, ce problème de sécurité web est classé numéro 1 dans le dernier rapport de OWASP. OWASP Top 10 Report of 2016. 2017. Dans cette tâche, vous allez effectuer les opérations suivantes. 1. Utiliser les instructions SQL d'injection toujours pareil. Allow true. Always true SQL statement. Donc, parmi les techniques d'injection SQL, il y a l'utilisation d'injection des statements ou bien des instructions SQL toujours vrai. Les 15 always true statement. On va voir quel est le rôle de les instructions SQL qui permet de retourner des informations depuis la base de données, des informations dans laquelle un attaquant n'a pas le droit d'accéder à ces informations. Surtout, on va voir dans le niveau faible. Par la suite, l'opération 2. L'opération 2, nous obtiendrons le contenu du nom d'utilisateur et des mots de passe hachés avec un D5 à partir de la table d'utilisateur. Et l'étape 3. L'étape 3, nous utiliserons joindre des ripples pour déchiffrer le mot de passe hash row MD5 pour chaque utilisateur. Donc, John the Ripple, c'est un célèbre outil pour craquer les mots de passe. Donc, c'est le plus célèbre outil. Il existe d'autres outils, mais dans ce TP, donc vous pouvez soit utiliser dans le Ripple ou bien d'autres outils, c'est pas nécessaire. Mais l'objectif, c'est quoi? Normalement, on va utiliser des techniques d'attaque d'injection SQL afin d'accéder à la base de données, d'accéder à la table qui contient les informations d'authentification. Après l'accès à la table qui contient les informations d'authentification, on va chercher les informations en relation avec les mots de passe. On va trouver le mot de passe haché et par la suite, on va utiliser un outil afin d'avoir le mot de passe en format clair. Malouki, vous pouvez essayer de continuer la lecture. D'accord, monsieur. Afin d'exploiter les vulnérabilités d'injection SQL, nous devons comprendre comment la requête est construite afin d'injecter notre paramètre. Par exemple, non, ça c'est très important. Pour réaliser l'injection SQL, il faut déjà comprendre la structure de la requête. Vous ne pouvez pas injecter du SQL ou bien des instructions SQL si vous ne comprenez pas. Au départ, il faut comprendre déjà la logique. Qu'est-ce qu'il va faire de la requête? Après, vous pouvez injecter des paramètres. Oui, tu peux continuer. Par exemple, lorsque nous sélectionnons SQL Injection dans le menu de navigation de gauche de DVWA, figure 7, en utilisant le niveau de sécurité faible, nous pouvons voir dans un champ de texte où il demande de l'ID utilisateur. Okay, donc la figure 3, normalement, si on clique sur SQL Injection, donc après l'installation, on clique sur SQL Injection, on a le security level. Normalement, qu'est-ce que vous remarquez? On a un champ texte dans lequel il faut entrer un user ID. OK? Donc, si nous utiliserons 1 dans l'ID utilisateur et nous cliquons sur le bouton soumettre, normalement, qu'est-ce que vous allez voir? Si on tape 1,
ودرنا submit. Qu'est-ce que vous remarquez? Il va nous donner l'id, le first name admin, le surname admin. OK? Normalement, quelle est la requête? Pour savoir quelle est la requête, normalement, il faut aller vers View Source. Vous allez voir quelle est la requête réalisée ici. Normalement, select, donc la requête qui a été exécutée ici, c'est la suivante. Select first name, last name, from user, where user ID égale à, ça veut dire l'id qu'on va entrer. OK, ça veut dire la requête qui est ici normalement, c'est la suivante. Ça veut dire les injections qu'on va réaliser dans cet exercice-là, il se base sur cette instruction. Normalement, on va ajouter, en se basant sur la requête, on va essayer d'injecter d'autres instructions SQL. Donc, après l'exécution de la requête de la valeur des variables, comme j'ai montré, normalement, vous pouvez afficher le résultat suivant, id1, first name admin, surname admin. Si on affiche maintenant, on tape 2, submit, vous remarquez l'id de first name Gordon, surname Brown. OK, donc maintenant, donc après l'exécution de la requête du variable id, Menbad saisit le texte ci-dessus dans la zone du texte de l'id utilisateur et cliquez sur Submit. Donc, si on va prendre ce texte-là, OK, et on a fait Submit, qu'est-ce que vous remarquez? Normalement, il va nous donner des informations. Donc, first name admin, surname admin, first name Gordon, surname Brown, first name Hack, me, donc first name Pablo, Picasso, first name Bob, surname Smith. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, on a fait ça, c'est un exemple d'une injection SQL. Normalement, dans ce scénario, qu'est-ce qu'on a dit à l'application? Ça, c'est un exemple de scénario qui est une instruction SQL dans laquelle le résultat il est toujours vrai. Pourquoi? Dans ce scénario, nous disons afficher tous les enregistrements faux et tous les enregistrements vrais. L'instruction suivante ne sera probablement pas égale à quoi que ce soit. Quelle est la requête qui sera traduite après l'entrée de l'instruction SQL? Toujours, on a la requête ديالنا select first name, last name from user where user ID. وشنا هي لا فالور ديال user ID غتحول لينا هي داكشي اللي كتبنا في هذاك لو شون تكست. كتبنا 1 راه غتولي 1. كتبنا un code ou bien des instructions SQL, ils seront remplacés في l'instruction. Nous avons pas validé l'entrée utilisateur. Ça veut dire un attaquant ou bien un utilisateur يقدر يكتب أي حاجة في la requête. La deuxième paramètre شنو كتبنا? Quelle est l'instruction? 0 égale à 0. Cela est toujours vrai. Donc normalement dans ce scénario شنو قلنا? Afficher tous les enregistrements faux et tous les enregistrements faux. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la liste كاع اللي كاينه عندنا في هذاك le tableau. Ça veut dire à la place de sélectionner une seule information de ce tableau, en utilisant de cette injection, il est possible de afficher toutes les informations de ce tableau. Donc, dans l'instruction SQL est la suivante, donc l'instruction. Donc, pour afficher, donc essayez de continuer la lecture. Bon, D'accord. Pour afficher la version de la base de données, saisissez le texte ci-dessous dans la zone de texte de l'ID utilisateur, figure 10, puis cliquez sur Submit. Ok, c'est bien. Maintenant, on va faire la chose suivante. On va essayer de copier ce code-là. شنو زدنا هنايا؟ شنو زدنا في هذه la partie. Donc ça, كانت عندنا هذه la partie or union, on va select null version. Donc normalement, pour réaliser cette injection, يعني ça dépend على la base de données اللي عندنا. إلا كانت عندنا une base de données MySQL, راه غيكون عندنا le syntaxe qui est lié à MySQL. إلا كانت عندنا une base de données Oracle,
Alors, le syntaxe lié à Oracle. Ça veut dire quoi? Normalement, on doit savoir au départ pour faire les attaques d'injection. Normalement, c'est de savoir quel est le type de la base de données utilisée côté serveur. Les instructions à injecter si nous avons une base de données MySQL, ce ne sont pas les mêmes. Si nous avons une base de données SQL Server, ce ne sont pas les mêmes. Si nous avons une base de données de type Oracle ou bien MariaDB. On va exécuter cette instruction. Normalement, qu'est-ce que cela nous va donner? À la fin, on va remarquer quoi? Il y a 5.7.24. Le nombre voilà la version de la base de données. Donc, maintenant, en utilisant une instruction et une injection SQL, on a pu savoir la version utilisée côté serveur du MySQL. À votre avis, quel est le danger de savoir une version d'un serveur web, d'un système? Je peux chercher donc les vulnérabilités concernant cette version exactement. Ça veut dire pour moi, quand je sécurise mon application, normalement, je dois éviter et essayer de protéger, de donner des informations à l'attaquant. Plus d'informations que je donne à l'attaquant, plus il va arriver à attaquer mon système. Le moins d'informations qu'un attaquant connaît sur mon système, ça veut dire c'est plus la tâche d'attaquer le système, c'est plus difficile. C'est pour cela on dit que les attaques internes, parce qu'on a parlé sur les attaques internes et les attaques externes, on a dit que les attaques internes, ce sont plus dangereux. Surtout les attaques qui jouent des employés. Pourquoi les employés? Parce qu'ils connaissent l'entreprise, qu'ils connaissent le système, parfois qu'ils connaissent des mots de passe de l'entreprise. Et c'est pour cela une grande majorité des attaques viennent des employés, soit des employés qui sont chez Sherika, soit parfois des stagiaires, ainsi de suite. Ok, vous pouvez continuer la lecture, Fidélie. D'accord. 3. Pour afficher l'utilisateur de la base de données, saisissez le texte ci-dessous dans la zone du texte de l'ID utilisateur. Ok, donc pour savoir plus d'informations, maintenant on désire connaître l'utilisateur. Donc quel est l'utilisateur qui utilise la base de données? Vous remarquez, une fois on va exécuter la requête, on va savoir quoi? C'est le root. Ça veut dire c'est l'utilisateur qui est utilisé, c'est le root. Et parmi les recommandations de sécurité au niveau de la base de données, ne jamais utiliser le super utilisateur root. Les bases de données d'IELCOM. Même l'application, quand vous créez une base de données, vous créez des utilisateurs. Ok, root ما كنستخدموش نهائيا الا في لي كا ما كنستخدموش في les applications. Quand créer des utilisateurs, كنعطيهم des privilèges. Ok, donc ces utilisent MySQL, je donne les privilèges, par exemple, l'utilisateur, j'ai une base de données DB1, je vais créer un utilisateur, un administrateur, par exemple, de cette base de données DB1. On applique en quoi? Le principe, le principe, il ne faut pas donner des privilèges, beaucoup de privilèges à un utilisateur. Le principe, c'est quoi? Le list privilege, le moins de privilèges, le principe ou bien le list privilège. Ça veut dire qu'il faut toujours donner le moindre privilège. Mais quand vous utilisez un utilisateur qui est root, qui est un super utilisateur, il a l'accès à toutes les bases de données, à toutes les tables, cela risque absolument à mettre en danger votre application. Maintenant, on a donc on a l'information, on a la version, on sait le nom d'utilisateur qu'on utilise. Quelles sont les autres informations qu'on peut savoir? Tu peux continuer la lecture, Fidélie. D'accord. Pour afficher le nom de la base de données, saisissez le texte ci-dessous dans la zone de texte de l'ID utilisateur, figure 12. Maintenant, vous remarquez, le danger va être de proche en proche. Là, l'attaquant, qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant?
il va collecter le maximum d'informations. Les informations concernant votre système de gestion de base de données, la version Diallo. Dans ce cas-là, il peut chercher les vulnérabilités. Maintenant, il doit savoir le nom de votre base de données. Pourquoi savoir le nom de base de données? Pour connaître les tables parce que chaque base de données contient un ensemble de tables. Donc, après la connaissance de la base de données, donc vous remarquez ici le nom de la base de données, c'est quoi? C'est le DVWA. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire l'attaquant par la suite? Il va essayer de connaître le nom plus d'informations sur votre système de base de données. Et essayez de continuer la lecture, Fédélie. D'accord. 4. Pour afficher toutes les tables dans Information Schema, saisissez le texte ci-dessous dans la zone de texte de l'ID utilisateur. Ok. Information Schema est schema. C'est quoi l'information schema? Est la base de données d'information, l'endroit qui stocke les informations. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu de ce base de données, l'information scheme, au niveau de MySQL? هو النيم ديال يوزر نيم. Vous avez entendu ma question? Oui, monsieur, on a entendu. Donc, c'est quoi normalement? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec le information schema? Non, je ne pense pas. Donc, normalement, ça, c'est quelle est l'utilité de ce? Il va contenir un métadonnées d'information concernant la base de données en général. Ok, donc toutes les informations de la base de données, le moteur utilisé, ainsi de suite. Donc, plusieurs informations qui sont très, très critiques de votre base de données. Et on trouve l'information schema, elle est disponible depuis la version 5.02. Ça veut dire dans les versions avant le 5.02, on ne trouve pas ce système. Donc, il fournit un accès aux métadonnées sur les bases de données. Donc, une fois on va réaliser donc, ces informations, vous allez remarquer, vous allez gagner plusieurs informations, le character set, donc les tableaux qui sont le information schema, collation character set, applicability column. Qu'est-ce que vous remarquez normalement? Dans votre application, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un champ texte simple. Vous pensez que l'utilisateur va entrer le numéro d'ID. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant, l'attaquant? Il est en train de communiquer librement avec votre base de données. Est-ce que vous avez touché le danger d'une attaque d'injection SQL? Et pourquoi elle est classée numéro 1 dans tous les classements, il y a les risques de sécurité des applications web? Vous avez entendu ma question? Oui, Est-ce que vous avez touché normalement le danger de cette... Ça veut dire une fois, parce que parmi les grands problèmes, chaque fois vous avez un formulaire dans votre application. C'est quoi ce formulaire? C'est un entrée vers votre application. Et comme principe de sécurité, il faut faire quoi? La chose suivante. Toutes les requêtes se sont malveillantes. ماشي كنديروا القانون ديال العداله كل واحد راه حتى شي واحد ماشي مجرم حتى تثبت ياك العكس. كنديروا حنا العكس au niveau ديال la sécurité informatique. On va suspecter toutes les requêtes. كل شيء مشكوك فيه حتى يثبت العكس. كاع les requêtes envoyées d'un utilisateur X pour une approche ou conception sécurisée, il peut contenir des attaques. Ok, ça veut dire chaque fois on doit faire quoi? Une validation. Il faut faire comment on peut protéger notre application. Il faut valider. Comment il faut valider? C'est une grande. Il faut filtrer les données. Ok, donc tu peux continuer, Fédélie, donc pour afficher
Je ne vois pas sur l'écran. Les autres, est-ce que vous arrivez à voir? Non? Non, monsieur. Ok, je vais essayer de repartager. Maintenant? Ça marche. Monsieur. Bien. Oui, tu 5. peux continuer. Pour afficher toutes les tables utilisateurs dans Information Schema, saisissez le texte ci-dessous dans la zone de texte de l'ID utilisateur. Ok, ça veut dire que normalement, qu'est-ce qu'on ajoute ici? Tables, where, table name, like, user. Donc cette requête, qu'est-ce qu'il va afficher? Toutes les tables commençant par le préfixe user dans la base de données information scheme. Donc une fois on va taper donc ce code-là, qu'est-ce que cela va afficher? Donc vous allez remarquer, toutes les tableaux vont commencer par le mot-clé user. Donc user privilege, user variable by thread, user summary by file, EO, user summary by file, EO type. Donc toutes les tables qui commencent par le mot-clé user. OK? Donc une autre personne pour continuer la lecture. Donc, un autre étudiant ou bien une étudiante. Donc, je connais مازال ما قراش يكمل لينا la lecture. Qui n'a pas encore participé. Donc, je connais مازال نشوفوا donc les معنا. هشام دليل قريت ياك الشوكولاتة ابتسام. Est-ce que tu as lu déjà? Ah oui, monsieur. Ok. أمين ولي بوج نقرأ. شيماء الوشاني ou bien شيماء السعداوي. Donc اللي عندها كملوا لا. Donc شيماء السعداوي ou bien شيماء الوشاني. Vous êtes là ou là عندكم un problème de micro? شوفوا مع حميد بورجا, tu peux continuer la lecture. Donc pour afficher tous les champs de colonne. Pour afficher tous les champs de colonne de la table utilisateur, information schema, saisit le texte situé dans la zone de texte de l'ID utilisateur. Ok. Donc pour savoir maintenant, on désire savoir les colonnes, les informations sur les colonnes. Quel est l'objectif normalement de l'attaquant? Toujours, il essaie de connaître les informations d'authentification des utilisateurs. Ça veut dire qu'il va chercher quelles sont les informations ou bien les noms de colonnes. Vous remarquez les noms, user ID, le first name, last name, user et le password. Vous remarquez, donc ça, ce sont les différentes colonnes de table user ID, first name, last name, user and password. Donc l'étape suivante, l'attaquant, il va essayer d'afficher les informations qui se trouvent dans les colonnes. Oui, tu peux continuer la lecture. Il est possible maintenant d'afficher le contenu des champs, des colonnes de la table utilisateur information schema en tapant dans la zone texte de l'ID utilisateur le texte suivant. Le texte suivant. Ça veut dire une fois on va taper cela, qu'est-ce qu'on aura comme information? Normalement, on aura, vous allez remarquer, vous allez l'admin, donc avec les différentes colonnes, et on a l'information la plus importante, c'est, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la version hachée du mot de passe. Donc la version hachée du mot de passe de l'admin, c'est la suivante. Pour le Gordon, pour le Brown, c'est la suivante. Pour le HackMe, le surname HackMe, c'est là. Donc vous remarquez, qu'est-ce qu'on a maintenant? L'attaquant, en utilisant une attaque du SQL injection, il a arrivé à connaître plusieurs informations
sur le système de gestion de base de données. Elle a connu quelle est la base de données utilisée par l'application. Elle a connu quels sont les tableaux de cette base de données. On a maintenant les informations concernant la table utilisateur, les colonnes de cette table. Et maintenant, on a l'information de mot de passe qui est en format haché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez les mots de passe en format haché. Il faut avoir les mots de passe en format clair. Pour utiliser cela, vous allez essayer d'utiliser l'outil genre de Reaper. Donc, c'est un outil, vous devez l'installer. Et vous avez essayé de chercher comment, en utilisant cet outil genre de Reaper, vous pouvez prendre un fichier dans lequel il y a le nom de l'utilisateur, le format haché, et en utilisant genre de Reaper, il va vous permettre de vous donner la version hachée de chaque mot de passe pour chaque utilisateur. Donc ça, c'est l'étape, la première étape, l'exercice. Donc ça, c'est la première chose à faire. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous allez changer le niveau de sécurité de l'application à medium. Et pour SQL Injection, vous allez comparer le code source de ce niveau avec celui de niveau low. يعني غتمشي ل DW setting, vous allez vers مثلا medium, vous allez faire le submit وغنرجعوا ل SQL Injection, OK, وغنمشيو ل view source. غتهزوا هذا le code هذا et vous allez le comparer avec le code ديال la version sécurisée, ديال la version low ou bien faible de niveau low. Vous allez remarquer quelles sont les modifications au niveau du code qui ont été réalisées dans cette version. La même chose pour le niveau de sécurité high. Vous allez cliquer vers le high, cliquez sur le submit, غنرجعوا le SQL injection, غنمشيو le view source. Vous allez voir quelles sont les modifications qui ont été réalisées par rapport au code de niveau faible. Ou bien vous pouvez cliquer compare all level pour voir toutes les versions. يعني غتشوف la version impossible, la version high SQL injection et la version medium SQL injection source et la version low. Et vous allez comparer les autres versions avec le low afin de voir quelles sont les techniques de protection qu'on peut utiliser afin de renforcer et d'éviter les attaques d'injection SQL. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous allez faire dans ces étapes? L'étape on peut accéder au mot de passe haché. On va utiliser John de Reaper pour avoir les mots de passe en version en format clair. Mais غادي نقارنوا ما بين le niveau low ou bien le niveau faible avec les autres niveaux pour voir quels sont les mécanismes qui sont implémentés dans chaque niveau. L'objectif, c'est faire quoi? C'est d'éviter de tomber dans la piège des vulnérabilités des attaques d'injection SQL. Est-ce qu'il y a des questions avant de terminer la séance? Non, monsieur. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, non, monsieur. Fidéli, le oui. logiciel John de Reaper, on doit l'importer aussi sur VirtualBox. Oui, vous devez l'installer normalement sur. D'accord. C'est bien. D'autres questions? Comme j'ai dit, demain, je vais vous informer normalement concernant la date de la dernière séance. Donc, comme j'ai dit, soit le mardi, soit le mercredi. Je vais essayer au maximum pour le faire en mercredi afin d'essayer de terminer avec les menaces pour parler sur la protection, quels sont les mécanismes de protection, les bonnes pratiques à suivre quand on réalise une application web. Et on va terminer avec l'installation d'un firewall qui est applicatif, qui est le mode security, qui est un firewall qui est très très utilisé pour protéger les applications web.
Donc, je vous souhaite bonne soirée et on se verra, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine et la dernière séance. Merci. Bon courage. Bon Merci. courage. J'ai déjà mis sur la page web du module, j'ai déjà uploadé le TP. Donc, vous allez trouver le TP dans la page web du module. D'accord, monsieur.